Bien, on poursuit maintenant avec Regard croisé. Nous parlerons du Ghana naturellement pour évoquer le décès de ce monument, John Jerry Rawlings. On sera également du côté de la Côte d'Ivoire. On parlera de la rencontre Ouattara-Bédié. Est-ce que cela va calmer les esprits au niveau de la Guinée? Ce sale temps pour les opposants qui sont arrêtés énormément. Et puis le Togo, des partis de l'opposition sont de nouveau tentés par la rue. Voilà le menu. Et sur le plateau, il y a Vivien Tommy de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, surtout dans la diaspora. Nous avons également Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Vous êtes également, et je le rappelle, promoteur du kiosque des produits locaux, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous essayons donc d'accompagner les producteurs togolais dans leur promotion et puis dans la distribution de ces produits. On va en parler vers à la fin de cette émission. À vos côtés, il y a également Chris Sega de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Niaoui, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci. Le Ghana, c'est notre premier sujet. Il a dirigé ce pays pendant 20 ans et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine. À 73 ans, l'ancien président ghanéen, le capitaine John Jerry Rawlings, est décédé, a annoncé jeudi la présidence ghanéenne. Un monument s'est éteint, c'est une immense perte pour le Ghana, a déclaré le président Nana Dankwa Akufo-Addo dans un communiqué jeudi 12 novembre. Chris Sega, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont été touchées par la mort de ce monument? Bien entendu, dire le contraire, je crois que cela peut complètement passer à côté de la réalité. Parce que déjà, lorsque vous observez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est des avalanches de remarques. C'est comme si tout le monde entier pleure. Et puis, en plus, tout ce qui arrive de l'extérieur comme condoléances au Ghana, lorsque vous examinez la chose, vous vous rendez compte que c'est un personnage avec une carrure internationale. C'est comme quand Mandela mourait. Oui. Quand Mandela mourait, nous avons senti un effet galvanique. C'est comme si nous sommes frappés par un séisme et tout le monde entier a tremblé. C'est une icône, c'est un personnage qui a retenu l'attention et qui restera dans l'histoire comme quelqu'un qui a assez fait pour le Ghana. C'est vrai que quand il était au pouvoir, on n'avait pas senti cette dimension internationale de la personne. Mais on sait ce qu'il a fait pour stabiliser le Ghana. On sait ce qu'il a fait dans ses relations avec un certain Thomas Sankara du Burkina. Mais tout cela mis bout à bout fait du personnage une icône que aujourd'hui l'Afrique pleure et le monde entier pleure. Germain Pouli, vous le décririez également comme un monument? Oui, c'est un véritable monument politique. C'est un jeune officier donc de l'armée, un pilote, que nous avons connu quand nous étions enfants, donc avec son béret, avec son treillis militaire qu'il a progressivement troqué en tenue traditionnelle du Ghana, et puis finalement il a su passer le témoin donc au civil, et de ce point de vue-là, il est considéré comme le père de la démocratie donc au Ghana. Et son rayonnement a continué bien après donc son passage à la tête de l'État. Et la preuve, son épouse hérite un peu de cela, même si elle n'a pas réussi à être présidente de la République après deux tentatives. Elle était même en liste pour l'élection du 7 décembre prochain. Mais elle a profité de cette aura-là, de cet homme qui est aimé par les Ghanéens, qui a beaucoup fait pour le Ghana, et donc qui aujourd'hui est parti de façon assez surprenante, parce que l'homme était encore très solide il y a quelques semaines.
On l'a même vu par ici au Togo. Et voilà le choc un peu qu'il laisse, non seulement au Ghana, mais un peu à toute l'Afrique noire, qui admire cet homme-là pour le travail non seulement démocratique, mais sécuritaire qu'il a eu à abattre dans son pays. Immense perte, non seulement pour le Ghana, mais pour toute l'Afrique. Hein. On dit chez nous en Afrique que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Dans le cas de Didier Ronlis, c'est une bibliothèque et en même temps, je peux dire, une grande vase de sagesse africaine qui part. Vous savez, ce qui a le plus touché, c'est que tout comme Mandela, M. Ronlis était venu d'abord par un coup d'État, et puis après il s'est retiré, après il est revenu. Il a eu à utiliser beaucoup l'arme aussi, ou les armes. Il y a eu des événements, il a fallu qu'il prenne quand même certaines mesures. Et par la suite, il est allé jusqu'à démissionner de l'armée. Alors, c'était une façon pour lui de montrer au peuple ghanéen et africain que, bon, ce n'est plus le jeune officier que vous avez connu peu avant les années 80, mais c'est maintenant un homme d'État, un homme politique qui veut œuvrer pour la suite du travail fait par Kwame Nkrumah et les autres qui avaient une vision panafricaniste. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que Didier Ronlis, peut-être parce qu'il est, on le dit aujourd'hui, il est éveillé. Bon, quand même, on sait que son père est écossais. Il a beaucoup fait aussi pour le peuple éveillé, pas seulement du Togo, pas seulement du Ghana, mais le peuple élevé du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et un peu du Bénin. Et je veux parler par exemple sur le plan traditionnel. Il a beaucoup œuvré pour la paix dans les chefferies traditionnelles. Et depuis qu'il n'est plus président, il est devenu comme un monument, mais il est souvent consulté sur beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de sommet de l'Union africaine où M. Ronlis n'est pas invité. Des fois, il présente les excuses. Alors, tout comme Mandela, parce que je le disais, c'est le Mandela de l'Afrique de l'Ouest, tout comme Mandela, il a eu à poser certains actes qu'il a regrettés par la suite, mais petit à petit, il s'est transformé. Et lorsque une consoeur lui avait posé la question d'une façon brusque, brutale et un peu osée, en lui demandant vous êtes un dictateur, et est-ce que vous pensez qu'en tant que dictateur, vous allez laisser les autres vous gagner? Vous êtes sûr de perdre l'élection que vous organisez vous-même? Alors, les gens s'attendaient à ce qu'il s'énerve, qu'il attaque ou qu'il lui réponde d'une façon du berger à la bergère, mais il dit ce que nous sommes en train de faire comme travail, c'est de tout mettre en œuvre pour que les institutions du Ghana soient tellement fortes que même le diable, même si c'est le diable en personne, parce qui venait, on l'a traité de dictateur, lui dit même si c'est le diable en personne qui venait pour gouverner, et il n'aura qu'à faire ce que le peuple veut qu'il fasse. Donc je crois que ce discours sera repris quelques décennies plus tard par Barack Obama, qui disait ce dont nous avons besoin en Afrique, ce n'est pas les hommes forts, mais c'est plutôt des institutions fortes. Donc, M. Ronlis a laissé effectivement ses traces dans l'histoire de la démocratie en Afrique. Et aujourd'hui, on se réjouit qu'on a de très bonnes relations avec le Ghana, parce que par le passé, ce n'était pas ça. Et il a fallu qu'il y ait un accord ou une entente pour que, effectivement, les deux peuples qui sont des peuples frères s'entendent pour évoluer. Alors, John Jerry Ronlis, si on remonte dans l'histoire, c'est, n'ayons pas peur des mots, hein, un dictateur sanguinaire dès le départ. Comment ce personnage a pu, j'allais dire, troquer cette image contre l'image du démocrate, du panafricaniste qu'il est devenu? C'est vrai, il faut quand même le rappeler. Je crois que Tommy a commencé à le dire, tu as abordé dans ce sens-là. C'est vrai que pendant au moins les 10 premières années de son pouvoir, il a eu à jouer des armes et pour
amener de la calmie au Ghana, parce que vous n'oubliez pas le contexte dans lequel il a pris le pouvoir par le passé. Vous savez, depuis le premier président, des coups d'État se sont succédés et le Ghana a connu une grande instabilité jusqu'à l'avènement de John Jerry Rawlings. Aucun président ne pouvait tenir pendant longtemps. Et tous les présidents partaient indifféremment par des coups d'État. C'est un peu ce qui s'était passé au Nigeria, vous vous rappelez. Et il a fallu quelqu'un à poigne comme Jerry Rawlings pour imposer le respect des institutions de la République à ces quidam-là qui n'hésitent pas à jouer de la gâchette pour venir au pouvoir et s'y maintenir. C'est que celui-là, pendant les 10 premières années, on l'avait constaté, on avait vécu la chose comme si cela se passait au Togo, parce que le Togo est un pays voisin du Ghana. On avait vécu la chose de façon intense. Il a dû installer un pouvoir très fort, un pouvoir musclé pour imposer, je l'ai dit, du respect à un certain nombre d'adversaires, à un certain nombre de contradicteurs. Vous savez que généralement dans les pays francophones, surtout francophone, lorsqu'un président arrive au pouvoir et se revendique, par exemple, d'un Che Guevara, vous savez ce que Che Guevara est pour les Latinos en Amérique latine, un président qui arrive au pouvoir du genre Thomas Sankara, ce sont des gens qui ne font pas long feu. Donc, pour rester il faut agir comme l'a fait, passez-moi le pays là de Che Guevara, j'oublie. Bon, voilà, ça va devenir une colle, vous savez. Il faut instaurer un pouvoir fort, et je crois que c'est ce qu'il... non, c'est Cuba, non. Cuba, je parle du Cuba, Fidel Castro. Voilà, Fidel Castro, vous savez que Fidel Castro est aux portes des États-Unis, mais les Américains n'ont jamais réussi à l'abattre jusqu'à ce qu'il meure de sa mort naturelle dans son lit. Je crois que pour résister, non pas seulement aux impérialistes que John Rawlings a dénoncé, comme d'ailleurs Sankara, parce qu'il partage avec celui-là une vision de dénonciation et de revendication. Donc, pour résister à ceux qu'il appelle des impérialistes qui en voulaient à son pouvoir, qui voulaient livrer tout simplement le Ghana, comme il le disait, au charognard, il faut qu'il installe un pouvoir fort. Et je crois que c'est ce qu'il a dû faire pendant au moins 10 ans. Et au bout de 12 ans de pouvoir, il a ouvert le pays à la démocratie, au multipartisme, et on a procédé à un premier vote démocratique. Il a remporté, il a passé 4 ans au pouvoir, il a été réélu. Et puis quand vient le moment de laisser le pouvoir, après ces 2 ans de mandat, ça fait 8 années de gouvernance au total, il est parti tout simplement, il a passé la succession, le témoin à quelqu'un d'autre, à John Kufuor, c'est bien cela, et il s'est retiré. Ça peut, aujourd'hui, c'est un fait qu'il faut célébrer, parce que il est très difficile, vous l'avez constaté quand même, au pays. Il y a certains présidents aujourd'hui de se retirer, quand bien même ils ont fait les deux mandats. John Jerry Rawlings en 2017, il dit c'est assez facile de prendre le pouvoir, ce n'est pas très compliqué de le garder, le plus difficile c'est de le quitter. Oui, je crois qu'il a tout dit, parce que ceux qui sont au pouvoir sont mieux placés, il faut le dire avec honnêteté. Pourquoi ils ne veulent pas partir? C'est que les délices du pouvoir c'est un peu comme de la drogue. Plus vous entraînez, après il y a une sorte d'addiction, et plus vous êtes accroché, vous n'avez plus donc envie de partir. Et donc c'est ça la vraie difficulté. Mais il faut aussi dire que en même temps qu'il est ghanéen, il a un sang écossais, occidental. Il a été formé aussi dans des écoles en Occident. En Occident, oui. Il sait pourquoi il a fait ce coup d'État. Il a fait un premier coup d'État. Il avait été arrêté, emprisonné. Et torturé. Il a refait un coup avec ceux qui l'ont libéré. Il a remis le pouvoir à un civil qui n'a pas tenu avant qu'il ne refasse un deuxième coup d'État. Et donc il venait avec un cahier de charges assez clair. C'est mettre de l'ordre dans son pays et mettre le pays sur la voie du développement et de la démocratie, parce qu'il estimait même
que certains militaires étaient corrompus, il en a arrêté plein, donc d'autres sont même passés un peu le temps d'exécution et tout cela. Et donc, il voulait mettre de l'ordre, il a mis de l'ordre à sa façon. Il a réussi finalement à avoir l'admiration de son peuple et il fallait quitter avec élégance. Et là aussi, il a réussi à le faire. Et du coup, il est rentré dans l'histoire. Et moi, je me rappelle quand le Ghana fêtait ses 50 ans. Je suis allé au Ghana pour suivre les 50 ans. J'ai été surpris de ne pas voir Rawlings aux festivités des 50 ans. Il avait refusé. Il déclara que lui ne peut pas aller se mettre à la même table que des gens qui pillent le pays et qui rendent le pays malheureux pour célébrer les 50 ans. Parce qu'il estime un peu avoir fait un boulot, avoir mis le pays sur les rails et que sa succession n'a pas maintenu le cap. Peut-être ça l'a poussé peut-être à revenir une autre fois sous la forme de sa femme, ce qui n'a pas marché. Mais c'est que l'élan qu'il a apporté au Ghana n'a pas été assez maintenu, même si globalement on présente le Ghana comme un pays démocratique qui s'en sort et tout ça. La réalité est tout autre. La pauvreté est là, la corruption est grandissante, les problèmes économiques aussi plombent le pays. Donc je pense que là où il a mis le pays, les autres qui ont suivi n'ont pas véritablement pu amorcer le rêve de Jerry Rawlings. Et donc il est parti sans vivre pleinement ce qu'il a fait, mais il est parti avec tous ces honneurs-là et le sentiment d'avoir fait sa part, tout simplement. John Jerry Rawlings qui décède donc à 73 ans. Le Ghana, est-ce qu'il est aujourd'hui, même si c'est pas un pays, j'allais dire l'économie très réluisante, c'est quand même beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays. C'est grâce à Rawlings en partie? Oui, il faut dire que c'est Rawlings qui a posé les jalons. Il a mis quand même les fondements. Et c'est son regret aujourd'hui, la façon dont il rêvait de la suite à donner à ses actions, il ne l'a pas remarqué chez beaucoup de présidents. Et vous savez que son cheval de bataille, c'est la lutte contre la corruption. Et il ne fait que dénoncer la corruption au point où les gens disent même qu'ils voient la corruption un peu partout, dans l'armée, au niveau du gouvernement. Alors aujourd'hui, le Ghana a quand même une économie pas florissante comme on l'aurait souhaité, mais ce n'est pas mal. Ensuite, au niveau de la base démocratique, la bonne gouvernance, on peut quand même dire, après la période noire du Ghana, il y a quand même un semblant de démocratie qu'on remarque quand même. Beaucoup à l'intérieur dénoncent encore des choses. Il y en a qui disent qu'on pouvait mieux faire. Il y en a qui ont même demandé que Rawlings revienne. Et il a dit non, je ne peux plus parce que il faudrait que ceux qui me remplacent soient capables de gérer le pays. Alors s'il ne peut pas le faire, il faut trouver d'autres personnes. Mais si chaque fois, moi, on doit me faire appel pour que je revienne, un jour, je vais partir. Au-delà du Ghana, Rawlings était effectivement un panafricaniste qui pensait à l'avenir de beaucoup de pays. Tout récemment, vous avez constaté que la junte militaire du Mali est partie chez lui à la maison pour des heures et des heures d'entretien. On ne peut pas savoir réellement ce qui se sont dit, mais d'une façon politique et diplomatique, on dit que le président Rawlings a donné de sages conseils à la junte. Ne vous mettez pas la CEDEAO au dos. Sachez que personne ne viendra construire votre pays à votre place. Sachez que vous devez tout faire pour cultiver la paix, ainsi de suite. Vous n'êtes pas là pour vous servir, mais vous devez servir le peuple. Est-ce que ces conseils ont été écoutés? On aura le temps d'en parler après. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Ghana. Ce n'est pas seulement le Ghana qui pleure de Rawlings, mais c'est carrément toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. Et on a vu les messages par ici, par là. Même le chef de l'État togolais a adressé effectivement un message de compassion et de condoléances au peuple frère du Ghana. Rawlings, tout comme Mandela, a marqué son temps. Vivement que d'autres Rawlings sortent. Pas ceux qui seront les jeunes officiers qui vont prendre du temps avant d'avoir de l'expérience démocratique, mais ceux qui vont tirer leçon des 2 dernières parties de sa vie.
Il a été quand même l'homme qui a voulu que son pays avance. Il s'est même prononcé sur la monnaie ouest-africaine. Il a critiqué sévèrement la France, il a critiqué Ouattara. Il n'a rien à perdre. Il dit la vérité au président. Et les opposants togolais le connaissent très bien parce que il le côtoie, il leur dit la vérité, il leur dit aussi leurs erreurs. Pause tout de suite et on revient après.